Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Si les premiers skippers du Vendée Globe tracent aussi bien leur route, la recette magique se trouve peut-être du côté de Port-la-Forêt avec le pôle Finistère course au large. Christian Lepape, le directeur de la structure, nous en dit un mot dans un instant et nous livre les clés de la réussite de ces skippers. Mais tout de suite l'actualité de ce jeudi 20 décembre 2012 dans le Finistère. L'eau continue à monter dans le département. À Châteaulin, le niveau le plus haut de l'Aulne est attendu ce jeudi soir. Rien à voir toutefois avec les crues de décembre 2000. Les pompiers du Finistère sont intervenus une soixantaine de fois ce jeudi, principalement en raison de caves inondées, surtout dans le secteur de Quimperlé. À Landerneau, l'Elorn a légèrement débordé ce jeudi. Et puis le niveau de vigilance jaune est maintenu pour le bassin de l'Audet. Pour Noël, certains se reposent et profitent d'un bon repas. Pour d'autres, c'est boulot. Comment ces travailleurs de Noël vivent-ils cette journée? Quelle est l'ambiance au travail? Portrait de ces laborieux de Noël avec Pierre-François Vatras et Julie Sicot. Pour Noël, Léo enfourchera son scooter. Il livrera des pizzas, un repas peu traditionnel mais plébiscité. Je pense que ça va bosser un maximum, ouais. J'essaye de faire un peu abstraction du fait que ce soit Noël justement, en espérant que peut-être on gagne du pourboire avec l'esprit de Noël qui joue sur les gens. Une vingtaine de personnes sera présente pour confectionner les pizzas de Noël. Et si Léo risque d'avoir frais en cette nuit de Noël sur son bolide, le personnel du Cross Corsen à Plouarzel sera lui bien au chaud pour assurer la sécurité des bateaux. Car même si le trafic diminue le soir de Noël, les yeux restent rivés sur les écrans de contrôle. Les fêtes de fin d'année sont aussi fêtées à bord des navires, donc parfois effectivement on a des comportements un peu inconvenants, on va dire, des capitaines qui pour fêter les Nouvel An ou les fêtes de Noël commencent à faire des zigzags en mer. C'est ce type de comportement qu'on essaie aussi de calmer dès qu'ils sont détectés. Pas de décoration pour l'instant dans les locaux, même si un bon repas, quelques cadeaux et une coupe de champagne sont prévus. Et le plus grand travailleur de Noël, c'est certainement ce grand bonhomme rouge, le Père Noël. Toute l'année, il se prépare pour cette ultime nuit. J'attends que les lettres approchent. J'attends d'avoir recevoir les lettres des enfants, donc je ne travaille pas toute l'année. C'est un bonheur de le faire, sachant que le reste de l'année, je suis en vacances, donc c'est très bien de bosser au moins une journée par an. Et en attendant le grand jour, le Père Noël reçoit les dernières commandes des enfants. Merci, cartouche là-bas. Océanopolis à Brest attend de nouveaux résidents. 5 loutres rejoindront les bassins du centre océanique en printemps prochain. Les travaux sont en cours pour accueillir ces nouveaux résidents. Xavier Patrijon a visité le chantier. Installer des loutres à Océanopolis, c'est le projet d'Éric Husneau et son équipe. Un projet qui germe depuis 4 ans et qui a pour cœur la venue d'un couple de loutres européennes originaires d'Alsace. Ces loutres, qui sont terrestres, utilisent de temps en temps le milieu marin. Et nous, c'était le centre d'intérêt sur Océanopolis. 3 ou 4 loutres du Pacifique devraient également être accueillies, mais les démarches sont plus compliquées. L'administration américaine est en train de voir, aujourd'hui, l'administration interdit toute exportation de loutres. Mais a fait beaucoup de progrès depuis maintenant 2-3 ans. Et on est en plein dans cette organisation avec l'administration américaine pour pouvoir obtenir ces loutres. Le futur habitat des mammifères est encore en construction, mais il s'affirme déjà comme l'un des plus grands mondiaux, avec 300 mètres cubes d'espace dédié. L'idée, c'est de représenter un milieu un peu comme la presqu'île de Crozon. Donc le bassin qui est ici fait 100 mètres cubes. C'est un bassin qui sera en eau de mer à terme. Même si c'est de la loutre d'Europe qu'on veut présenter, qui n'est pas un mammifère marin, mais qui a l'habitude, dans certaines circonstances, à certains endroits, d'utiliser le milieu marin pour aller s'alimenter. L'accueil de ces loutres nécessite un budget de 2 800 000 € pour une ouverture au public prévue au printemps 2013. Quelques milles d'écart après 40 jours de course, le match racing qui se joue entre François Gabard et Armel Lecléache dans le Vendée Globe 2012 montre que le niveau est très élevé. Les deux skippers se trouvent actuellement à mi-course au sud de la Nouvelle-Zélande. Christian Lepape, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du pôle course au large.
où sont inscrits d'ailleurs Armel Lecléache et François Gabard. En 2008, les 5 premiers du Vendée Globe sortaient de votre structure. Est-ce que ce sera la même chose en 2012 ? C'est difficile d'en juger, ils sont un petit peu plus loin que la mi-course, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de chemin à faire avant la maison, donc ça reste quand même une aventure planétaire avec des problématiques technologiques, donc si jamais il n'y a pas de casse, vraisemblablement, en tout cas on aura de bons résultats, mais il faut attendre. Vous avez pas mal de chances quand même d'arriver à ce résultat, parce qu'il y a Bernard Stamm, Dick, Lecam, Gabard et Lecléache qui sont donc dans les 5 premières places, et ils sont tous inscrits au pôle Finistère course au large. Oui, croisons les doigts, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose pour eux, donc on attend, on regarde, on espère bien évidemment, mais par contre il y a encore de l'incertitude, il y a encore beaucoup de chemin, donc soyons prudents. Comment se passe la formation justement, notamment de ces skippers qui sont sur IMOCA, donc la classe de bateau qui est engagée dans le Vendée Globe, au pôle Finistère course au large à Port-la-Forêt? En fait, c'est vraiment une formation de fond, en fait. Donc, c'est pas un médicament, c'est pas 2 ou 3 stages. C'est une formation de fond qui a débuté, en fait, pour certains, il y a très longtemps. Jean Lecam, il est depuis le début, en fait, du centre, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans. Il est donc un des fidèles. Donc, les autres sont arrivés un petit peu plus tard, notamment François Gabard, qui est arrivé en 2008, parce qu'il est issu, justement, d'une sélection, une détection qui s'appelait Espoir Région Bretagne. Et aujourd'hui, en fait, qui est prise aussi en charge par la Bretagne et le Crédit Mutuel de Bretagne. Donc, pour faire une filière. Skipper d'émerger. Voilà, c'est une filière de détection qui leur permet d'avoir 2 ans un bateau, un budget, un salaire, et donc d'essayer de réaliser des performances. Voilà, c'est le cas de François, c'est le cas d'Armel Lecléache qui vient aussi de cette formule de détection. Donc, on a deux jeunes en fait skippers, donc issus de ces filières, qui sont en tête du Vendée Globe. Donc, c'est pas rien. Ils travaillent sur quoi au pôle? On a vu, il y a des réunions de travail, il y a vraiment des stages thématiques, hein? Oui, en fait, disons qu'il y a une formation de base donc classique avec des navigations. Après, il y a en fait une intervention d'experts très pointus en fait sur des domaines de navigation, de météo, de préparation physique. Donc, si je vous dis, c'est un travail de fond. Donc là, vraiment, on essaie d'aller dans le détail Formule 1 très très pointu pour leur donner un plus par rapport à la concurrence. Mais surtout, en fait, c'est de la confrontation. C'est-à-dire qu'ils sont en permanence confrontés en mer donc à leurs partenaires qui deviendront leurs adversaires. On le retrouve là. Et donc, François, donc ils ont quand même travaillé pendant 2 ans, et je crois qu'on a dû faire presque 12 000 milles. Donc ensemble, c'est la moitié d'un tour du monde pour fiabiliser en fait le matériel et entraîner les skippers. Donc c'est vraiment, on est allé au bout de la mission. Et on voit leur position là par rapport au reste de la flotte. Ils sont très loin devant maintenant. Hein. Le troisième, Jean-Pierre Dick, est à peu près 500 000, donc plus de 700 km. Comment on explique le fait qu'ils soient au touche à touche, bord à bord, comme ça après 40 jours de course? Après, parce que déjà, ils ont, je crois, des bateaux qui sont très proches, c'est des bateaux de dernière génération, donc un potentiel assez proche. Et puis après, peut-être qu'en fait, on appelle ça de la monoculture, c'est qu'ils ont un petit peu, peut-être la même manière d'appréhender la course, de récupérer l'information qui leur paraît la plus viable, et puis de mettre en place des trajectoires qui se ressemblent. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des moments de la course qui sont un peu quittés. Là, ils se sont retrouvés parce qu'il n'y a pas d'autre choix. En fait, c'est de la pure vitesse. Est-ce qu'ils ont 2 styles différents, François Gabard et Armel Lecléache? Je crois que non, ils sont assez proches. En profil, ils sont assez proches. En fait, c'est des gens qui viennent plutôt d'une formation en fait scientifique, donc des ingénieurs, avec un parcours de voile sportive assez identique. Après, bien sûr, ils ont leur personnalité. Peut-être que François est peut-être un petit peu plus fougueux, la jeunesse. Et puis, peut-être qu'Armel un peu plus à l'économie, mais ça se traduit en fait par même s'ils sont un peu différents, par des trajectoires qu'on appelle fluides pour les spécialistes. On peut regarder leur route, elle est très belle. C'est-à-dire qu'ils changent très rarement de cap radicalement, quoi. À partir du moment où ils ont choisi un axe, donc à 5, voire 6, 7 jours, ils suivent, en fait, on voit bien qu'ils anticipent sur des situations de météo et qu'ils suivent, en fait, un cheminement qui paraît justement fluide. Quand vous regardez aussi un très bon joueur de tennis, ça vous paraît facile. Donc pour nous, en fait, de l'extérieur, on se dit, ça paraît facile, mais ils sont vraiment là à l'antipode de ce qu'on est ce soir, c'est-à-dire pas de confort, beaucoup de stress, tout seul. Et c'est sûr que on n'imagine pas, en fait, pour faire justement cette trajectoire, il faut vraiment vivre aussi en primate. C'est-à-dire qu'ils agissent en primate et ils pensent en stratège. Donc c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire là. Et ils doivent jubiler tous les deux d'être au bord à bord comme ça, dans
dans une grande régate qui dure depuis maintenant plus d'un mois et demi. On voit dans les vidéos de François, on voyait cet après-midi, je crois, où il filme Armelle bord à bord, et il dit c'est incroyable. Et c'est vrai qu'ils ont passé 2 ans et demi à l'entraînement, au contact, et justement, en fait, les consignes, c'était justement d'essayer de jouer leur jeu et de pas casser en étant tout le temps au contact. Bon, voilà, en fait, ils suivent pas les consignes. Qui sera le premier au Sable d'Olonne? Là, que le meilleur gagne, et là, voilà, c'est ça. Le meilleur gagnera. C'est sûr. Et vous leur avez donné pas mal de clés pour y arriver. Christian Lepape, merci d'être venu sur ce plateau de TVO pour commenter ce match qu'il y a entre Armelle Lecléache et François Gabard. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'information. Bonne soirée à vous.